Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Ce sixième anniversaire d'El Magharibiya est pour nous l'occasion d'évoquer la situation de la presse en Algérie, des conditions dans lesquelles elle se pratique, dans lesquelles elle évolue, et ce que sont les contraintes qui pèsent sur elle. À ses balbutiements, quand elle avait été créée de toutes pièces et en un coup, après la révolte populaire d'octobre 88, la presse dite indépendante avait laissé croire à un printemps de la liberté de la presse. De la même manière que la création de toutes pièces et en un coup de dizaines de partis politiques avait laissé croire en l'avènement de la démocratie. Il ne fallut pas beaucoup de temps pour déchanter. Les dés étaient pipés dès le départ. En fait, de presse qui s'était proclamée la presse la plus libre du monde arabe, c'était juste un réaménagement des façades pour faire croire ce qui n'était pas, à une liberté de ton particulièrement trompeuse. Une presse qui ne brise jamais, qui ne franchit jamais, qui ne transgresse jamais les lignes rouges qui lui sont tracées, imparties, qui ne sort jamais du cadre qui lui est fixé. Aujourd'hui, le monde de la presse s'est étoffé de dizaines et de dizaines de titres de la presse écrite. Plus d'une centaine, nous dit-on, de titres de presse donc, de la presse écrite, d'une cinquantaine de chaînes de télé illégales et tolérées tant qu'elles se confinent dans l'inconditionnelle allégeance, et une autre cinquantaine de radios publiques qui sont autant de relais de propagande. Mais tout ce monde-là reste enfermé dans des logiques de censure et d'autocensure, particulièrement tatillonnes, particulièrement sournoises, où la carotte de la pub est devenue une question de survie. Et dans un tel contexte, point n'est besoin de relever que tout média qui pourrait échapper à un tant soit peu à cette même mise ne peut être perçu que comme une dangereuse menace pour un régime sans nuance. C'est le cas d'El Magharibiya qui a fait sortir plusieurs barons du régime de leur réserve, dont le Premier ministre qui a été jusqu'à traiter cette chaîne de chaîne ennemie, Al-Qanat al-Adou. Cette susceptibilité du régime à fleur de peau, qui a été jusqu'à tenir des conseils des ministres restreints pour étudier les voies et moyens, comme ils disent, pour la neutraliser. Et la question se pose naturellement, ce régime qui n'a plus les moyens de ses méthodes, pourra-t-il infiniment peser de façon aussi brutale, aussi corruptrice? Les journalistes algériens qui ont accepté jusque-là de subir un tel diktat sans bouger une oreille, ne vont-ils pas enfin secouer le joug de cette mainmise aujourd'hui? Ah, j'ai oublié, nous ne sommes pas dans le top 3, donc il n'y a pas de titre de la presse. Donc pour parler de ces choses-là avec nous, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Merci Saïd d'être avec nous. Abdou Sammar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Merci d'être avec nous, Abdou. Un plaisir de te retrouver, Jamal. Merci. Lakhdar Farrat, journaliste. Merci d'être avec nous, Lakhdar. Merci. Et Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci d'être avec nous, Brahim Younsi. Et en Skype, je crois, ou au téléphone, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. Merci d'être avec nous, Sofiane Gilali. On n'entend pas Sofiane Gilali, nous allons revenir vers lui. Alors, Abdou Sammar, vous qui êtes journaliste, qui êtes donc à Part, mais aussi dans une émission de télé, émission impossible. Comme son titre l'indique, oui. Et qui est de plus en plus impossible. Et justement, j'attendais avec impatience de pouvoir vous rencontrer pour vous demander de nous en dire plus. Comment ça se passe? Ça se passe en toute sincérité. Nous, on l'a dit, notre défi, c'était de continuer d'exercer le journalisme le plus indépendant possible dans notre pays.
C'est-à-dire, on s'est dit, il est clair qu'il y a la tentation de l'exil, la tentation de l'étranger, parce qu'il y a certaines choses dont on a énormément de mal à en parler en Algérie, au regard de la chape de plomb de certaines institutions. Et je vais vous étonner, Jamel. Il faut qu'on parle aujourd'hui de manière très très claire. Ce n'est plus les politiques qui dérangent. Aujourd'hui en Algérie, c'est beaucoup plus compliqué de te parler de la fortune de certains hommes d'affaires que de parler du DLS. C'est beaucoup plus dangereux de parler de tel oligarque que de parler directement du DRS ou de Bouteflika. Ça, c'est que avant, on Là, avait au moins... vous m'étonnez vraiment. Non, mais je vais pas Ils ont le bras aussi long, ces gens. je vais me permettre de te tutoyer Oui, en oui, direct, bien sûr, parce que comme tu es ami dans la vie normale, et je pense que ça va donner encore plus d'énergie de la franchise. Oui, ces gens-là sont hyper puissants. Avant, moi, le jeu était clair. On avait une police politique, on avait un cercle présidentiel. Aujourd'hui, on a la police politique, elle s'est affaiblie, qu'on le veuille ou non. Oui. Le cercle présidentiel, il est ce qu'il est. Et on a une troisième force. Ce sont ces oligarques qui ne supportent pas qu'on parle d'eux, de leur fortune. Donc nous, notre choix, c'était de faire le journalisme le plus indépendant possible. C'est un journalisme d'investigation, un journalisme d'enquête, un journalisme qui s'appuie sur des documents, qui s'appuie sur des sources, qu'on essaie de vérifier avec tous les moyens dont on dispose. Donc Algérie Part a été fait il y a à peine 6 mois. On a eu beaucoup de soucis. Je t'épargne les détails. Moi, je ne veux pas faire de la publicité. Le nombre de tribunaux que j'ai visités, le nombre de commissariats que j'ai visités, mais ça fait partie de la prise de risque. Il y a une prise de risque que nous avons acceptée. Mais l'Internet ne suffit pas. Internet touche l'élite, touche les décideurs. Mais l'Algérie, c'est 40 millions d'habitants. Ce n'est pas uniquement les gens branchés, ce n'est pas uniquement les cadres francophones, c'est aussi beaucoup de foyers. Et on a estimé que, regarde le taux de pénétration de la télé, aujourd'hui c'est 97% de foyers algériens ont une télé, alors que le taux de pénétration d'Internet ne dépasse pas encore les 35%, voire 40% au maximum avec le développement de la 3 ou 4G. Donc il fallait être sur la télé. Il fallait raconter en images ce qu'on a réussi à trouver ou à mobiliser sur le web. Effectivement, on l'a appelé émission impossible parce qu'on sait très bien qu'on peut être censuré, qu'on peut être arrêté à n'importe quel moment. Et on en fait notre émission, sachant que chaque numéro peut être le dernier. Et C'est aussi simple que ça. Est-ce que ton émission part du principe qu'il faut s'auto-censurer dès le départ? Il y a Ne pas attendre que le coup de fil... Je vais être tout à fait sincère. Nous sommes les fabricants de l'émission, mais nous ne sommes pas les propriétaires de la chaîne de télé. Oui. Alors nous c'est simple. Nous, on parle. Après, il y a M. Ciseaux qui est après. Et M. Ciseaux fait son travail. Ah, ce ne sont pas des émissions en direct. Bien sûr que non. Si nous faisions une émission en direct, Jamal, ça fait longtemps que j'aurais été à Brouaguia. J'aurais même pas pu être là. C'est impossible. Je suis un pour grand nous. naïf, moi. Non, mais c'est un peu possible. C'est pas possible de faire une émission en direct. Ce qu'il y a en direct en Algérie, avec 2 ou 3 télés qui font du direct, c'est uniquement des JT. Mais une émission de débat, etc., pratiquement aucune émission en direct. Pratiquement, sauf des cas très isolés. Donc nous, on fait de notre mieux. Nous, on est, en tout cas, je suis fier d'avoir réussi à inviter Amir Abouelaoui sur mon émission. Oui. Je suis fier d'avoir pu déclencher des affaires. On a démontré en direct comment deux Wali ont racketté un entrepreneur qui est aujourd'hui en exil aux États-Unis. Voilà, on a parlé chaque semaine, on rapporte une affaire avec des documents, avec des preuves. Mais est-ce que vous pouvez aller jusqu'à un certain niveau, critiquer les généraux, critiquer les généraux, critiquer Abdelaziz Bouteflika, les généraux, oui, on en a parlé du Vous pouvez parler des général commissions Abdrahman, par exemple, qui a eu le monopole de l'hémodialyse. Non, mais des généraux en activité. En activité. On en a parlé de certains, oui. Après, oui, il y a eu des lignes rouges. Mais les lignes rouges, ce n'est pas nous qui se les fixons. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas notre télé. C'est le propriétaire de la chaîne. Après, il y a un choix, Jamal, un choix. Ou tu fonces tout droit et tu casses la baraque, comme on dit, mais on t'arrête l'émission, on t'enlève un espace de parole, ou tu essaies d'être intelligent, pour essayer et c'est un combat de survivre. De survivre, surtout de combattre. Parce que la liberté, ça se grignote. Avant, on ne pouvait même pas dire ce qu'on pouvait dire. Il faut dire la vérité. Avant de faire une émission comme ça, tu sors avec tes documents, tu donnes des noms, tu donnes des adresses, etc. Ce n'était même pas imaginable. Abdou. Nous, ce qu'on a décidé, on l'assume. On l'assume. On a préféré grignoter. J'explique cette démarche parce que c'est important de le savoir. On a préféré grignoter tous les espaces de liberté qui s'offrent à nous dans une volonté, dans une lutte de démocratisation et d'ouverture qui est permanente et qui doit aboutir. Mais il y a un travail qui doit se faire. Mais du jour au lendemain, si on accepte, si on se dit, puisque je ne peux pas dire ça, j'arrête tout, on ne pourra rien faire, Jamal. ثم تجي بالي تاع بالدوام القطره تتخب الرخام.
ولا بالرزانه يتباع الصوف. Oui, bah, sauf. Mais Abdou, sauf que maintenant نروحوا بالرزانه. Abdou, on essaie de plus en Abdou, il y a plus. une différence entre ton journal Mediapart et ton émission. Ah oui. émission. C'est pourquoi Jamal. Attends, je vais te dire où je veux aller. Ouais. Tu sais très bien, toi qui es de la presse écrite à l'origine, que la presse écrite, toute confondue, d'abord, elle se compte, dans des statistiques, la presse écrite, on la compte en population adulte. Les bébés ne lisent pas les journaux. C'est-à-dire, on compte à partir de 16 ans jusqu'à peu près 70, 80. Et on ne compte que les gens qui ont accès à l'écriture, à la lecture. D'accord? C'est comme ça qu'on fait les statistiques. Or, la télévision, c'est tout le monde qui entre dedans. Depuis le bébé jusqu'à... C'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. Ils se sont rendus compte en Algérie que toute population de lecteurs confondus, toute population, francophone, arabophone, tous âges, ça ne dépasse pas les 2% de la population. Ça veut dire, quoi que tu puisses dire dans tes journaux... je ne suis pas d'accord. Bon, c'est les statistiques cadrées, c'est à peu près... Ça, c'est pas même pas cadré, Ouais. ça c'est très... Bon. Les statistiques, il y a 11 millions de francophones encore en Algérie. Ouais. Il y a 11 millions de francophones officiellement encore en Mais Algérie. ça ne fait rien, ça ne fait rien. Le Donc français est encore est-ce que compris, tu arrives à t'exprimer dans tes chaînes, dans tes émissions télévisées, autant que tu C'est une t'exprimes bonne question, Jamal. Oui. D'abord, ce n'est pas la question de la langue. D'accord. Le régime est beaucoup plus strict avec l'image qu'avec l'écrit. C'est-à-dire qu'il est sans merci par rapport à ce qui se diffuse dans les télés que par rapport au web. Pourquoi? Le web, déjà en Algérie, indirectement, il est contrôlé. On n'est pas la Chine, tu me diras. Beaucoup de gens, on n'est pas la Chine, ou on a Facebook, etc. Mais il est contrôlé par le débit. Le débit très faible. Oui. Il est contrôlé. Aujourd'hui, on a sorti un papier sur Algérie Part. À Ouelgla, les gens supplient. Il n'y a pas d'abonnement Internet. On a un seul opérateur, Algérie Télécom. Internet reste très cher. Du coup, ça reste un média pour l'élite. Oui. Ça, le régime, il est plus ou moins permissif. Même si on a eu des gros problèmes sur Algérie. Attention, Ouais. on a eu des véritables problèmes. Il fallait vraiment faire des bras de fer pour faire passer beaucoup d'enquêtes. Mais l'image, c'est ça où le régime algérien, il a beaucoup peur de l'image. Du coup, il a une phobie de l'image et il essaie de contrôler encore davantage à la télé. Parce que la télé, encore une fois, On est bien touche d'accord. tous les Algériens. Pas y compris. Je les reviendrai vers toi dans un petit moment pour te demander de nous dire s'il y a un vrai journalisme d'investigation en Algérie, si c'est possible. Brahim Younsi, sur tout ça. C'est la jungle. C'est vraiment la jungle. Et cela, ce que dit Abdesmar, laisse penser qu'il y a une vraie démocratie en Algérie. Nous sommes sous le règne de la démocratie. Où un journaliste, pour ses opinions ou pour des investigations qu'il fait, peut se retrouver à Al-Harrach ou à Barwaguia. Ou au cimetière. Ou au cimetière. T'as Et cela mal. est arrivé. T'as mal. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Cela veut dire que nous ne sommes pas dans un État qui respecte le minimum de droits ou de lois que lui-même produit. Il y a de très belles lois, mais qui ne sont pas appliquées, à commencer par la Constitution, où tous les droits sont garantis. Mais néanmoins, les journalistes se retrouvent comme des délinquants. À chaque fois qu'ils s'expriment, c'est un délit, voire un crime. Et je suis d'accord avec Abdesmar sur la question de l'oligarchie qui a pris, on en a parlé ici. Oui. Moi, je ne crois pas trop à cette puissance de l'oligarchie. Elle est hyper puissante. Elle est hyper puissante. Elle est aussi puissante que l'oligarchie russe. Aussi puissante. Moi, je reste très sceptique dans un pays où les généraux vous pouvez l'être. ont Vous pouvez la vraie l'être. puissance, le vrai pouvoir. Vous pouvez l'être. Je peux donner des cas très concrets. Je vais revenir. Des d'articles, on a eu plus de soucis avec ces gens-là qu'avec les autorités politiques. Pour la simple raison, ces gens-là, shkara, il peut débloquer une somme, il peut aller payer un procureur, il peut aller demander des choses. Pour ça, oui, il pour peut ça, je suis enclencher d'accord. contre toi. Pour ça, je il suis a des d'accord. relations. Comment il devient oligarque? C'est qu'il a des relations avec le pouvoir politique. C'est le pouvoir politique qui lui a donné ce pouvoir. Il lui a Parce que, ouvert les portes de la... évidemment, c'est par la caverne d'Ali corruption, par la concussion, par la prévarication. Nous connaissons notre pays, même si nous ne nous rendons pas nous-mêmes, en tout cas, nous n'y vivons pas, mais nous savons ce qui s'y passe.
Nous Mais, savons ce qui s'y passe. Brahimi aussi. Allez-y, allez-y. Non, non, ce que je veux dire, j'aurais dû commencer par là. Parce que vous m'avez posé une question, Oui, j'ai oui, répondu. oui. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire d'abord à El Merci, Maghrebia parce que merci. je ne pouvais pas Abdou venir. Soumar est passé à côté, n'a pas parlé du tout. Eh, hein. Ah, parce que j'ai été hier à Il était- l'anniversaire. moi, je n'y étais pas. Voilà. Moi, j'ai Donc, pas eu ma part du gâteau, mais j'ai expliqué que cet anniversaire reste incomplet tant qu'El Maghrebi n'est pas encore à Alger. Ouais. Normalement, quand on est en train de le fêter dans notre propre pays. Mais ils ne Voilà. sont pas suicidaires. Je veux dire- Ils ne sont pas antinomiques à ce point pour aller contre. Mais sinon, Brahimi donc, aussi. Eid Milad Saïd. Merci beaucoup. Bon. Mais, pour revenir au mot d'Ouihia, que cette chaîne est une chaîne ennemie ou chaîne qui Qanat- appartient à l'ennemi. Qanat al-Adou. L'ado, ça veut Ou dire... la Qanat Adou, on ne sait Oui, pas non, ce mais que... ça veut dire qu'une chaîne qui appartient, oui, absolument, ouais. qui appartient à l'ennemi. La théorie de l'ami et de l'ennemi, c'est une théorie qui a produit le fascisme. Oui. C'est Carl Schmitt. Et Carl Schmitt a produit, a aidé pour dire, voilà les ennemis et voilà les amis. Or, le Premier ministre algérien traite d'autres Algériens d'ennemis. C'est extrêmement grave que de désigner à la vindicte. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ennemi de la nation ou ennemi du régime? Quel était le sens Je ne veux vrai pas faire l'exégèse. Ouais. Mais je pense que nous tous, parce que nous venons nous exprimer Bien sûr, dans le évidemment. Maghrébia, nous sommes Des ennemis de la nation. les ennemis du peuple algérien peuple que algérien. nous défendons. Oui. Voilà C'est ça tout l'hallucinant. Des gens qui sont des prédateurs, qui dévastent un pays et qui accusent ceux qui les dénoncent d'être les ennemis de ceux qu'ils dévastent, de ceux qu'ils pillent, de ceux qu'ils broient et de ceux qu'ils tuent. Aussi, nous sommes sous le règne de l'image. Et Abdou Soumar l'a dit. Nous sommes sous le règne de l'image. Et une image vaut, et quelqu'un l'a dit, c'est Mieux Lénine. qu'au mille, Et c'est Lénine. Hein. C'est vaut 1000 discours. oui. Oui. Donc la presse écrite, Mm. c'est vrai que les gens, bon, et certains y ont accès parce que nous avons tous nos habitudes. On se lève le matin, on va acheter le journal du matin ou les journaux du matin, puis bon, on achète les journaux de l'après-midi, les magazines, etc. Parce que c'est notre vie, nous sommes d'une autre époque. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants, Ils ne savent plus la version papier. c'est ils la connaissent télévision, c'est l'image, c'est les réseaux sociaux. Donc c'est l'image qui a... D'ailleurs, j'en ai parlé aussi, Paris Match a parfaitement raison de dire le choc des photos. Le choc des photos. Oui. Les photos produisent un choc comment dans on les dit, sociétés. le poids des mots, Le poids des mots et le choc des des photos. photos. Ouais. Donc il y a un choc de l'image. Les gens sont captés, sont captivés par l'image. Parce que ça parle directement à l'imaginaire. Surtout, absolument. Et, Oui. surtout quand l'image est vraie. Oui. Elle n'est pas trafiquée, elle n'est pas manipulée. Ce que ne fait pas Al-Maghribi parce qu'elle montre les images dans leur réalité. Et c'est ce qui fait peur de l'autre côté. Mais ce régime, est-ce qu'il ne devrait pas être un minimum intelligent pour essayer d'être un peu moins grossier dans ses mensonges? Pourquoi ne procède-t-il pas d'une autre façon de faire passer ces messages, par exemple, en agréant de véritables chaînes de télévision qui peuvent aller à un certain point, comme dans la presse écrite, par exemple. La presse écrite, quand vous prenez Al-Watan, quand vous prenez Liberté, ils vont quand même jusqu'à un certain point d'expression, alors qu'ils ne le font pas du tout pour ce qui est de l'image. Vous parlez toujours de l'intelligence du système. Le système n'est pas intelligent, il ne peut pas être. Il est brutal. C'est un régime de soudard. Il est fondé sur la force. Brutal. Il est fondé sur la force. Mais il n'est pas aussi bête que ça. Je n'ai pas dit qu'il Il est pas était. bête et sans Je ça. n'ai pas dit qu'il était bête. Je dis le système. Mais les gens qui sont dans le système, bien sûr, se réadaptent, s'adaptent aux situations, réaménagent les choses, font bouger les choses sans les changer. Et nous voyons, cela fait des décennies, où toutes les choses bougent sans qu'elles changent. Et, bien entendu, entre guillemets, leur intelligence, c'est d'avoir su, et ils savent encore le faire, maintenu certains équilibres
et les équilibres sont là, même quand nous sentons que ces équilibres-là sont instables. Mais il n'y a jamais de déséquilibre. Jamais de déséquilibre. L'Akhdar Farhat, sur ce qu'on est en train de dire, vous, en tant que journaliste qui avez un peu connu la maison, comme on dit, depuis son intérieur, et qui êtes maintenant à Bruxelles, où vous êtes toujours journaliste, quel est votre regard sur ce qui se passe? Sur ce recul, hein, ce recul. Un très grand recul. Oui. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu la naissance de la presse indépendante, Oui. puis j'ai quitté... En 89, en hein. 94, que j'ai quitté l'Algérie. Puis, vous savez que c'était une période très difficile, la période du terrorisme. Et puis, on voulait maintenir le lien, parce qu'il y avait toute cette émotion, créer des journaux indépendants, etc. On a quitté, mais il fallait quand même rester en lien avec les collègues en Algérie. Bon, beaucoup d'amis, de collègues ont commencé à écrire à partir du Canada, à partir de Bruxelles, à partir des États-Unis, etc. Et là, on s'est rendu compte, après quelques temps, que le pouvoir n'aime pas les journalistes qui écrivent de l'étranger. Et Parce qu'ils sont moins contrôlables? ils sont moins contrôlables et ils dérangent énormément quand ils donnent une information juste au public algérien. Et là, tous les réseaux du DRS s'activent pour utiliser tous les moyens et vous arrêter. Et malheureusement... Maintenant que le DRS n'existe plus, comment ça se passe en termes d'intervention des services de sécurité sur les journalistes algériens opérant à l'étranger? Comment ça se passe? Simplement, c'est la DSS. Tout simplement, pratiquement, il n'y en a plus. Il n'y a plus de correspondants ou d'anciens journalistes qui ont quitté la presse indépendante pour l'étranger dans les moments difficiles. Il n'y a plus aucun journaliste de l'étranger sérieux qui reste actif et qui écrit dans la par presse exemple, algérienne. pour les journalistes d'El Magharibiya, quelle est l'attitude des agents du DSS, de la DSS, pardon? Est-ce que c'était comme du temps du DRS ou est-ce que ça a changé, d'après vous? Moi, personnellement, mes apparitions à Al Magharibiya m'ont totalement éloigné de tous les officiels algériens. C'est-à-dire, on ne me parle pratiquement plus. Le journaliste pestiféré. Je ne suis plus invité par l'ambassade d'Algérie pour la fête nationale. À peine si on me dit bonjour, parce que comme je suis dans le milieu et je suis invité aussi par d'autres ambassadeurs, etc. Donc à peine si l'ambassadeur, par respect, oui, bonjour, mais pratiquement, je suis devenu... Vous avez choisi le camp ennemi. L'ennemi. Et puis, on ne t'explique pas pourquoi. Je dis, bon, je veux bien savoir, comprendre que je suis ennemi, mais en quoi? Expliquez-moi, comment je suis devenu ennemi? Comment? Sur quelle base? Est-ce qu'en leur fort intérieur, ces diplomates, ces responsables, est-ce qu'ils ne savent pas que vous n'êtes pas dans le tort, qu'en fait, en venant à Al Magharibiya, vous ne venez pas pour de l'argent, vous venez surtout pour exprimer des idées, vous venez pour essayer de sauver votre pays, de dénoncer l'indicible. Ils le savent au fond d'eux, ce sont des êtres humains. Est-ce qu'ils ne vous disent pas en aparté de temps en temps? Certains, timidement, ils le disent et ils vous félicitent même, me félicitent même de plusieurs interventions que j'ai faites sur Al Magharibiya, mais d'une manière très discrète, à la limite clandestine. Mais officiellement, toutes les structures officielles n'acceptent aucun journaliste algérien qui parle sur cette chaîne Al Magharibiya. Il est considéré, comme l'a si bien dit Yahya, comme un ennemi. C'est-à-dire, il a considéré la chaîne comme un ennemi et toutes les personnes qui y vont sont des ennemis, des collabos. Sont des collabos. Mais L'Akhdar Farhat, vous qui avez été journaliste depuis le premier jour de la presse dite indépendante, presse privée en fait, qui a été construite du jour au lendemain, qui est venue d'El Moujed, des Cheb, avec l'argent de l'État, bien sûr, avec les locaux de l'État, avec la défiscalisation de l'État, l'exonération de l'État, les subventions de l'État, les locaux de l'État et les voitures de l'État. Même les journalistes qui l'ont fondé sont des anciens journalistes. Bien sûr, qui des venaient journaux de l'État. Bien sûr. Il faut le dire. Alors, l'Akhdar Farhat, moi personnellement, qui suis venu tardivement au journalisme, je n'arrive pas à m'expliquer
comment? Alors, je comprends un peu la position des patrons de presse. Hein, c'est une question de business, de fric. Mais là où je ne comprends plus, c'est l'attitude des journalistes. Ils sont très nombreux et ils sont dans une attitude d'une passivité qui confine à la connivence, à la compromission. Comment vous expliquez ça? Comment toute une profession ne se rebelle pas, ne se révolte pas, ne s'indigne pas, ne va pas au charbon pour essayer de se libérer? Parce que c'est une profession qui subit énormément de pression et que l'environnement de la profession ne permet pas une expression libre. Parce qu'un journal, par exemple, bon, moi quand j'ai quitté la télévision, j'ai créé une société audiovisuelle avec les 2 années de salaire que l'État a avancé. On était 5 associés, plus un local qu'on a payé le loyer après. Mais tu te retrouves dans une situation extrêmement difficile. Tu ne peux pas travailler. Tu peux pas. change la donne. C'est une extrême précarité. Pas uniquement la Oui, précarité. mais c'est une moi, ça extrême- ne me convainc pas. Pourquoi? C'est le cas chez les enseignants, c'est le cas chez les médecins, c'est le cas pour tout le monde. Mais pourquoi tout le monde se révolte, sauf les journalistes, qui devraient être ceux qui se révoltent le plus, à mon avis? Il y a plusieurs aspects. Il y a aussi l'aspect de génération. Oui. C'est-à-dire, les journalistes qui étaient dans la presse publique, disons comme Belouchat, etc., sont devenus des responsables, mais ceux qui ont rejoint ces médias nouveaux créés, c'est une nouvelle génération, et souvent ils sont mal armés politiquement, hein, et souvent ils sont diminués de moyens, certains n'ont même pas où dormir à Alger, et puis ils subissent beaucoup de pression. De temps en temps, on prend des gens, on les met en prison, mais quand vous mettez un journaliste ou 2 en prison... Ça dissuade tout le reste? Ah, absolument. Parce qu'un journaliste, c'est un intellectuel, il est fragile. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'un autre corps de métier où vous pouvez le mettre en prison, il peut supporter, etc. Mais c'est différent. Il y a eu des cas où on s'en rebellés. Oui. Il y a eu même beaucoup de cas. Oui. La preuve, le meilleur des cas, en pleine campagne électorale pour le 4e mandat, ils avaient fait une chaîne, l'OUI-MTV. Oui. En plein l'OUI-MTV, tout le monde a fait une grève à quelques heures du vote parce qu'ils n'ont pas été payés. Il fallait qu'un haut responsable de l'État, que je ne vais pas citer son nom, s'est déplacé en personne pour aller se disputer avec Bouchouel, qui était directeur de communication, pour dire, allez, règle-moi cette situation Oui, rapidement. mais ça reste très marginal. Non, ça reste épisodique. C'est épisodique. Là, je fais épisodique Ouais. jamais. Parce qu'il n'y a pas un syndicat des journalistes. Il n'y en a pas un. Et quel Il y, syndicat? il y a eu un qui laisse un G, avec tout le respect que je dois à mon ami Kamal Amarni, il essaie de faire, mais qui n'a pas réussi à fédérer. Nous, par exemple, sur les sites web, nous avons commencé, les médias électroniques, à faire une association. On va y venir, parce que c'est Nous avons important. demandé, Abdou, je t'arrête, parce qu'on va y revenir. Le syndicat, justement, des sites web. Quel moment ils ont un statut On le va plus, y arriver. le plus fragile possible qui existe sur Terre. On va y arriver aussi. Je passe. Oui, 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 Presse du parti unique. oui, oui, oui. J'ai travaillé. Al-Moujahid. Non, j'ai travaillé Oui. à Chain 3. Oui, J'ai travaillé à la Chain. oui, oui. Donc j'ai connu la pression de la censure, mais surtout de l'autocensure. Parce que, comme disait Abdessamar, il y avait déjà des lignes rouges qu'il ne fallait pas dépasser, qu'il fallait choisir. Là c'était la censure. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pire aujourd'hui. Oui, absolument. C'est pire D'accord. aujourd'hui. C'est que nous avions à l'époque une certaine marge de manœuvre, mais il y avait des tabous. Voilà. Il y avait des tabous. Mais aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, on vous oblige à faire preuve de connivence. Ben oui, Et non pas d'obéissance. Nous pouvions, bon, Allah yarhamou, nous avions un responsable qui était réalisateur, qui n'était pas journaliste, Lachmi Gillet, dont nous connaissons l'obédience. Mais il y avait aussi des luttes internes. Nous nous Je battions. vais revenir à vous, Brahimi, aussi, parce qu'il faut que je fasse le tour, et à Sofiane Gilali qui attend. Saïd Akinine, vous qui avez l'âge de la majorité de ces journalistes, vous et Abdou, dont on parle et qui observent un silence, une passivité que les gens de ma génération ne comprennent pas. Comment vous voyez ce phénomène? Vous savez, la situation de la presse dépend du système politique où elle évolue.
Le système politique algérien, il a une constante. Sa constante, c'est la peur du citoyen. Le journaliste, il rapporte l'information. Par conséquent, il fait un acte de citoyenneté de par sa profession. Le système algérien a fait évoluer la presse de sa phase de contrôle absolu durant les années 70-80 à la phase de conditionnement. C'était la phase de l'ouverture éphémère et puis le conditionnement. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle phase. C'est la phase de l'intoxication et de la prolifération. Le contrôle reposait sur le parti unique, la pensée unique et les frontières cognitives. La phase de conditionnement, et par l'occasion, je rends hommage aux journalistes qui ont été sacrifiés, assassinés au nom du terrorisme pédagogique. Ce terrorisme pédagogique a engendré un conditionnement dont aujourd'hui, parfois, si on essaye de comprendre les stigmates de cette période, agissent dans l'inconscient d'un journaliste, ajoutant à cela aussi d'autres facteurs sociaux, à savoir que la précarité est mère de silence dans le journalisme. Réduire un journaliste à la précarité, c'est une autre forme de construction du silence. Mais ils ne sont pas dans une pire précarité que celle de tout le monde. Au contraire, ils sont souvent mieux lotis que le commun des mortels en Algérie. Tout à fait, Djemeldine. Et puis, il y a cette phase d'intoxication. Dans cette phase d'intoxication du débat public, il y a le clonage. Oui. Ils ont commencé par les structures politiques, les associations. À chaque fois qu'il y a une association, on lui crée une autre association pour pouvoir la parasiter. À chaque fois. Et dans cette situation de clonage, il y a ce qu'on appelle la construction du leadership artificiel, où on essaye, à travers des opérations de com, de présenter à la société un leadership c'est-à-dire un vrai faux ou un faux vrai leadership qui n'est pas réel, mais artificiel, construit pour les besoins de la cause. Et dans cette situation, effectivement, le statut du journaliste, dont on débat depuis maintenant des années, qui va éventuellement lui permettre d'avoir une autonomie vis-à-vis de Donc les journalistes attendent gentiment qu'on leur offre un statut où ils pourraient s'exprimer ? Non, absolument pas. Je dis toujours que dans les systèmes totalitaires, vivre, c'est lutter. Vivre, c'est lutter. Il y a certains qui ont lutté. Il y en a d'autres qui luttent. Il y a une jeunesse qui arrive et qui souhaite et qui veut faire changer les choses. Aujourd'hui, je ne partage pas un avis quand on me dit effectivement, l'oligarchie elle a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Mais ne dit-on pas que l'oligarchie, dans sa majorité, je n'ai pas fait d'investigation, mais j'ai une conviction. L'oligarchie, c'est des prête-noms. La police politique, le commandement militaire, la présidence, ainsi qu'un certain nombre de cercles de mafia, effectivement, sous-traitent des missions de basse manœuvre, justement, à certains oligarques. Aujourd'hui, la police politique, elle a trouvé un autre mécanisme de se disculper de ce qui se passe dans la société en mettant en avant ces enfants légitimes qui sont les oligarques. Par conséquent, aujourd'hui... Vous avez dit enfants légitimes ? Ces enfants, à elles, oui, c'est-à-dire qu'ils ont légitimé d'une façon, encore une fois, artificielle. Parce que, enfant naturel. Et le dernier élément, le journaliste est un citoyen. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de journalisme aussi. Et c'est ce qui les a poussés, à un certain moment, suite à la vague des révolutions, entre guillemets, d'ouvrir la voie à certaines chaînes. Et dans tout cet espace verrouillé,
dans tout cet espace où on ne sait pas où la menace d'où on vient, dans tout cet espace où, effectivement, il y a certains qui ont peur de rentrer chez eux le soir parce que ferait le journaliste? De lutter et je reviens à vous dans un moment, Saïd Aknin. Avant de donner la parole à Soufiane Gileli, j'aimerais m'excuser. Nous avions promis hier d'ouvrir le standard à nos téléspectateurs, donc pour permettre à nos invités qui viennent pour la plupart d'Algérie ou d'autres pays d'être avec nous avant de rentrer. Nous avons donc organisé des émissions pour eux aujourd'hui. Et demain, nous ouvrons les standards pour nos téléspectateurs. Soufiane Gileli, vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous. Rebonsoir. J'espère que cette fois-ci, vous m'entendez. Très bien, merci. Alors, Soufiane Gileli, sur ce sujet, le titre de notre émission d'aujourd'hui, c'est El Magharibia dans le champ médiatique algérien. Donc, El Magharibia, je ne fais pas l'apologie d'El Magharibia, mais force est de dire qu'elle est devenue quasiment un phénomène de société dans un champ médiatique complètement givré, paralysé, frileux, qui ose à peine bouger une oreille. Quelle est votre vision, quel est votre regard sur cette question? Alors, tout d'abord, mes salutations à tous vos invités et aux auditeurs et félicitations Merci. pour le 6e anniversaire d'El Magharibia. 6 années, c'est beaucoup et très peu à la fois pour un organe médiatique de cette importance-là. Et incontestablement, maintenant, ces dernières années, El Magharibia occupe un espace très important qui permet le débat, la controverse parfois, très souvent des débats, même s'ils sont tendus, mais qui sont tellement nécessaires pour notre société. Oui, El Magharibia est devenu incontournable. El Magharibia maintenant est suivi partout à l'intérieur du pays parce que tout simplement, les autres télévisions en général ont perdu leur crédit. Je ne parle pas de l'ENTV qui, elle, n'est que le porte-parole d'un gouvernement. C'est une chaîne gouvernementale, ce n'est même pas une chaîne d'État. Ce sont des chaînes de propagande où on utilise la langue de bois sans plus. Le reste, il faut reconnaître qu'avec les chaînes entre guillemets privées, lorsqu'elles se sont lancées, donc à partir de 2012, il y avait une forme de liberté ou une marge de manœuvre. Et cette liberté, elle oscille un peu avec les événements politiques. Dès qu'il y a une contrainte politique importante, lorsqu'il y a un enjeu, à ce moment-là, on a le sentiment que les verrous sont fermés à double tour et que les chaînes deviennent presque muettes. Les chaînes, mais aussi tous les organes de presse en général, deviennent muets et il est très difficile de faire passer un message. Alors que dans d'autres périodes un peu plus à l'aise, disons, là, il y a un peu de débat, quelquefois contradictoire. Voilà, je pense que pour un petit peu résumer ce qui a été dit sur votre plateau et où je suis pratiquement d'accord avec l'ensemble des intervenants, c'est que la presse et les médias sont sous le régime des libertés surveillées. Nous sommes en liberté surveillée. Oui, mais Soufiane Gileli, tout le monde est en liberté surveillée sous le contrôle de cette surveillance accrue, très pointilleuse, mais c'est le cas de tout le monde. Oui. Pourquoi dans d'autres secteurs, les gens bougent jusqu'à des militaires qui bougent, jusqu'à des policiers qui font des manifestations, des médecins, des enseignants, des chômeurs, tout le monde est en train de bouger un tant soit peu. Et les journalistes, qui sont censés être le fer de lance de l'opinion publique, celle qui les sustente en information, qui les sustente en sensibilisation, qui essayent d'être là pour ne pas permettre que cette opinion publique soit manipulée. Et ce sont ces journalistes, ces confrères, qui sont les plus silencieux, qui sont ceux qui ne bougent pas une oreille, qui se laissent corrompre, qui sont des milliers et des milliers qui travaillent dans des chaînes qui ne font rien d'autre que d'être les relais de ce régime, dans des journaux papier qui ne franchissent jamais les lignes rouges. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi, quelle est cette paralysie de cette corporation qui ne bouge pas, qui subit
et le dictat du régime et le dictat de ses propres patrons de presse. Monsieur Benchenouf, je crois qu'il ne faut pas être naïf. Les journalistes ne sont pas les gardiens de la vertu et ils savent très bien qu'il y a des manipulations de l'information, qu'on intoxique la population. On censure certains, on encense d'autres, tout cela, ils le savent. Mais comme pour toutes les corporations qui bougent, les journalistes auraient pu bouger pour leur salaire, par exemple, quand ils sont salariés. Mais bouger pour s'exprimer et défendre la liberté d'expression, après tout, ce n'est pas que leur affaire à eux. Si les autres corporations bougent, c'est pour leur intérêt immédiat, leur intérêt matériel, même s'il s'inscrit dans un intérêt général. Donc, les gens de la presse, vous pouvez les classer en deux grandes catégories. Il y a les propriétaires, les actionnaires, ceux qui dépendent de la publicité, ceux qui ne peuvent pas assumer au-delà des lignes rouges. Et ça se comprend, nous sommes dans un régime qui est quand même très policier, qui restreint les libertés et qui peut très vite passer à l'action et punir les récalcitrants. Vous avez l'autre catégorie, ce sont des journalistes salariés qui suivent les instructions. Cela peut-être qu'un jour ils feront grève, mais pour réclamer un meilleur salaire ou une meilleure formation ou autre. Maintenant, la presse a de multiples problèmes. Elle a un problème, bien entendu, de niveau de vie, mais elle a un problème de lectorat, elle a un problème de niveau de formation des journalistes. Malheureusement, très souvent, cette formation laisse à désirer. Donc, les choses sont compliquées et je ne crois pas qu'il faille jeter la pierre à une corporation en dehors des autres. Les journalistes, c'est comme les enseignants, comme les médecins, comme les retraités de l'ANP ou comme ceux qui sont encore salariés dans les entreprises publiques. Chacun dans ce chaos généralisé, dans ce désordre dans lequel s'est enfoncée l'Algérie, chacun essaye de tirer un peu son épingle du jeu. Malheureusement, c'est la classe politique qui aurait dû prendre en charge ces problèmes. C'est à la classe politique de défendre la liberté d'expression. Quand vous dites la classe politique, vous parlez des partis politiques, essentiellement. Ouais. Essentiellement les partis politiques. Malheureusement, vous avez des personnalités politiques qui aiment bien s'exposer, faire la politique, mais ne prendre aucun risque. Et il y a des partis politiques qui aiment bien participer aux institutions. Et restez avec nous. Récupérer les subventions, mais ne prendre absolument aucun risque à titre personnel. Et c'est là où le bas blesse. Abdou Soummar, deux points sur lesquels je souhaiterais que vous exprimiez. D'abord sur ce problème de l'investigation en Algérie. Franchement, réellement, est-ce que l'investigation est possible? Par exemple, Algérie Part et avant Algérie Focus, qui allait déterrer des dossiers vraiment sensibles. Est-ce que ce sont des, comme on vous le reproche, certains vous le reprochent, est-ce que ce sont des milieux d'affaires qui se disputent les uns et les autres, qui règlent leurs comptes à travers les journalistes dits d'investigation? Ou est-ce que vous êtes réellement dans la capacité de mener des investigations, de trouver des faits, des scandales? Je pense qu'avant de parler de la capacité, nous sommes dans l'ambition. On a l'ambition de développer ce journalisme et de l'exercer, malgré toutes les difficultés, les limites et les risques. Et d'où mon choix de faire Algérie Part, qui est un média sans publicité. C'est un choix que nous avons fait pour pouvoir enquêter, pour pouvoir écrire sur tout le monde. Je pense que nous avons écrit sur pratiquement tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur lequel on n'a pas écrit pratiquement sur Algérie Part. Maintenant, oui, certainement, quand des sources arrivent à me donner des infos, il ne faut pas être naïf, on ne me le donne pas pour mes beaux yeux. On ne crache pas dans la soupe. Voilà, non. Je veux dire qu'on ne refuse pas une information. Non, je t'explique ça. Ouais. J'ai beau peut-être être séduisant, mais je ne pense pas que toutes mes sources sont amoureuses de moi. Et certainement un intérêt. Mais la question se pose pour le canard enchaîné aussi. Quand on donne une information au canard enchaîné, c'est certainement pour torpiller ou d'autres politiques. Le journaliste, il y a un risque de manipulation qui est universel, qui n'est pas propre uniquement en Algérie, partout dans le monde. Mais moi, je suis journaliste. Quand on me donne une info, si elle est vérifiée, si elle est appuyée par un document, et il y a toujours une marge d'erreur, il y a toujours une marge d'erreur qui est acceptable. De grands médias à travers le monde ont fait des erreurs. Donc il ne faut pas faire dans la moralisation excessive. Moi, quand j'ai une information qui est fiable, je ne peux pas faire de la philosophie pour qu'on me la donne à moi ou pas à d'autres, etc. Je suis quelqu'un qui veut trouver de l'info avant tout le monde, qui veut déterrer les dossiers sensibles, nous le faisons de manière permanente,
particulièrement permanente. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas une semaine où nous ne révélons pas des dossiers. Il n'y a pas une semaine où nous n'essayons pas de faire des enquêtes, des investigations, dans un climat qui est totalement hostile. Mais il faut se battre. Rien ne se donne, Jamal, rien ne se donne. C'est-à-dire, moi, je suis algérien, je ne suis pas Mais français. est-ce que Si dans l'investigation la est si j'étais possible? français, j'aurais pu faire faire partie du canard enchaîné. Mais Dieu a fait en sorte que je sois algérien. Donc c'est dans mon pays que je dois me battre. Mais Abdou, Peut-être demain, on sera le canard enchaîné de mais l'Algérie. Abdou, est-ce que l'investigation est possible dans un pays qui est complètement plombé, où vous n'avez la possibilité ni rentrer dans les statistiques, ni d'aller consulter des sites où on vous donne des informations sur les boîtes? C'est la particularité de l'Algérie. Le pays est tellement plombé que même à l'intérieur du système, les gens en ont marre. Moi, c'est qui mes sources? C'est des gens, oui, on dit des gens à l'intérieur du système. Mais il y a des cadres qui sont à l'intérieur du système. Il y a des policiers qui en ont marre. Il y a des gendarmes qui en ont marre. Il y a des agents du DRS qui en ont marre, qui veulent que ça change. Attention, vous allez rentrer, on va vous dire qui c'est ces agents Non, du mais DRS mais on qui me vous le ont dit chaque donné. jour, Jamel. On m'appelle chaque jour, on me convoque. Dites-nous qui sont. Et moi, je répète la même chose. Je ne dirai jamais mes sources. Vous avez un droit de réponse, apportez une réponse. Vous voulez faire autre chose, yallah, faites-le. Mais dire mes sources, non, mais il y a des gens au sein du système qui veulent que ça change. Même les gens à l'intérieur du système, ils en ont marre. Je n'en doute pas. Maintenant, Je moi, n'en doute pas. c'est à moi de jouer, de jongler là-dessus, de faire travailler mes contacts, d'être intelligent. Ça, c'est la mission du journaliste, qu'il soit algérien, américain ou français ou japonais. Ça, c'est une Abdou mission Samar, on va universelle. passer à la deuxième question que je voulais vous poser, de façon assez lapidaire, parce qu'il faut qu'on fasse tourner un peu. Cette histoire de syndicat du web sur lequel vous étiez entendu, avec TSA, avec les autres, c'est avec Maghreb émergent, et donc vous deviez constituer un syndicat du web pour un peu vous imposer. Voilà. Et voilà. Juridiquement, il y a une loi qui nous autorise à travailler sans agrément, mais eux, ils veulent nous soumettre à un agrément, ils veulent nous soumettre à des autorisations, alors que Internet, ce n'est pas le territoire de l'Algérie. Il n'y a pas de territoire d'Algérie, il n'y a pas Marnia ou Foumoutbou, je ne sais pas quoi sur Internet. C'est des territoires complètement libres. Maintenant, on a fait une association pour le moment, de patrons des sites. Parce qu'on est encore petit. Souvent, dans les sites, il n'y a que des actionnaires, il n'y a pas encore de salariés, on est très petit. On a voulu se rassembler pour lutter et avoir un statut juridique qui est propre à nous, qui est vrai, avoir des droits économiques, être respecté. Aujourd'hui, Jamel, moi j'étais devant un procureur de la République une fois, il m'a dit, pour moi, tu n'es pas journaliste. Donc il va dire, je ne suis pas journaliste, tu es un Facebooker, et tu traites comme autant qu'un Facebooker. Donc on a un problème, et beaucoup de mon cas, et on nous traite de blogueurs, on nous traite de ceci. Donc on essaye, encore une fois, de faire une association pour défendre nos droits, parce qu'on existe aujourd'hui, nous sommes influents. Et les gens nous lisent, Ouya nous lit, beaucoup de gens nous lisent, hein, y compris dans la famille du président de la République, on nous lit, parce que vous nous lisez, laissez-nous exister. Et malheureusement, le jour de l'élection de l'Assemblée générale pour élire le bureau national de ce syndicat, avec son président et son vice-président, on n'a pas eu, on a été empêché. La wilaya d'Alger a voulu nous soumettre à une autorisation qui n'est pas fondée, puisque nous allons nous réunir, nous voulions nous réunir dans un espace privé, donc il ne fallait pas l'autorisation de la wilaya. On a même convenu avec un huissier de justice, etc. Bon, ils nous ont demandé l'autorisation. Nous, on va aller jusqu'au bout. On va leur demander cette autorisation. Et après, on verra. Mais on va se battre jusqu'au bout. Et ça apporte de l'eau à notre moulin qui, disons qu'à chaque fois qu'une partie de la corporation essaie de bouger, on lui tombe dessus à bras raccourcis Absolument. avec toutes les méthodes possibles. Absolument. Brahim Younsi, je voulais vous poser une question. Est-ce que réellement on peut mettre les journalistes, je vais poser la question à Soufiane Gilali, est-ce qu'on peut mettre les journalistes dans les mêmes, j'allais dire, attitudes, dans les mêmes... J'allais répondre Ouais, que tout le monde. avant que vous la posiez. Pourquoi? D'accord, dites-moi. Les enseignants, Oui. les médecins, les chômeurs et tous les autres, Et les Non, revendications socio-professionnelles. peu importe, D'accord, oui, n'ont pas le même statut que la presse. très bien. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais Ouais, bon. c'est le quatrième pouvoir. Mais dans un pays où il n'y a qu'un seul pouvoir, ça ne peut pas être le C'est pas quatrième. seulement l'Algérie. Je parle sur le plan. C'est le quatrième pouvoir. C'est comme ça qu'on l'enseigne. Oui. Dans les écoles de journalisme, dans les instituts de sciences politiques, etc. C'est le quatrième pouvoir. Or, la presse algérienne est devenue, enfin, elle a toujours été la cinquième roue du carrosse.
C'est pas le quatrième pouvoir, c'est la cinquième roue du du carrosse. carrosse, D'accord. hélas. C'est ça la réalité aussi de la presse. Moi, je soutiens le mouvement des patrons, des journalistes sur Internet. Parce que c'est là où va se jouer la presse. C'est là où se joue la liberté J'aimerais d'expression. profiter de l'occasion pour saluer M. Qadi Ihsan, que j'ai en très grande admiration pour tout ce qu'il fait et de la manière très élégante avec laquelle il réalise des choses Tout à très fait. courageuses. Tout à Je fait. vous laisse Moi, poursuivre. Tout à fait. Je suis Maghreb émergent, je suis les débats très intéressants qu'il nous propose, etc. Il y a une C'est- floraison de nouveaux sites. Tout à fait. Internet nous a fourni la possibilité de faire un journalisme qu'on ne peut jamais pratiquer dans la presse classique. De forcer Tout à le fait. blocus en quelque sorte. Non, de forcer, mais de dépasser certaines limites de louge. Oui. Nous, sur Algérie Pass, on a donné pratiquement les biens personnels des dirigeants. Oui, oui. Tu ne peux pas le faire sur Liberté, sur Al-Watan, sur le quotidien d'Oran. Tamat, l'enquête qu'on a faite sur Tamat, il n'est pas possible de la publier ailleurs. c'est vrai. Il n'est pas possible de la publier ailleurs. Donc, il faut se réjouir de ces acquis-là. Mais ces acquis-là, Jamel, demandent du combat. Il ne faut pas être naïf. La râle, c'est ça la vie. Vous êtes Rien ne se tellement- donne, rien ne se donne. Vous êtes tellement utile pour nous. Vous êtes tellement utile. Vous êtes révolutionnaire quelque part. C'est vrai. Dans le c'est sens vrai. que vous apportez du nouveau. C'est vrai, parce que vous bousculez, vous faites bouger les lignes, vous prenez des risques, indéniablement. Je connais les risques que vous prenez. Vous faites bouger les lignes. Et cela, croyez-moi, ça apporte de la respiration. Ça apporte de la respiration. notre Brahim En Younsi, dépit- nous en allons dépit des écouter, risques nous allons écouter Yahya quand il parle d'El Magharibi et nous revenons à la discussion. Yahya. يحترم نفسه ومواطنيه يحترموا القانون ما يعلقوش. الشيء الثاني غلق مؤسسة إعلامية، ولو أنتم إعلاميين ونحييكم ونحيي معركتكم ونحيي شهدانا من عائلة الإعلام في سنوات الجحيم. هذا ما يعطيش حق لتجاوز بعض الحدود. نعطيك مثال، قناة تاع عدو مغاربية تنشط هنايا، صحفيها حكموه قضائيا في البيض، الناس يقول لك داير اضراب على الطعام. يدير يضرب على الطعام على روحه، عندنا حق ندافع على دارنا. Alors, nous venons d'être rejoints par le professeur Ouziala. Marhaba bek, c'est Ouziala. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, donc, Saïd Aknin, quand il a appris que vous étiez là, a insisté pour que vous cédez la place. Il sait que vous avez des choses à dire. Sur ce sujet d'Al Magharibiya, dans ce contexte général de la presse, où le Magharibiya est devenu, j'allais dire un peu à son corps défendant, une sorte de phénomène de société, puisque je ne veux pas jeter de la pierre aux autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des mérites de pouvoir évoluer dans un tel bourbier. Mais aujourd'hui, force est de constater que la presse, la liberté de la presse, non seulement elle n'a pas évolué, elle a reculé par rapport au lendemain des émeutes de 88 qui ont donc vu cette ouverture de la liberté de la presse et des partis politiques. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un système où plus que la censure, c'est l'autocensure qui fait des ravages. C'est une publicité, cette carotte de la publicité qui sert à ce régime de menacer les gens, de les tuer. Moi, j'ai parlé à un directeur de grand journal algérien. Je l'ai invité à venir. Il m'a dit, en ce moment, ils m'ont laissé de l'argent, de la pub, juste de quoi payer mes salariés, mes journalistes. Si jamais je viens chez vous, le Magharibiya, je suis mort. Je vais fermer comme les autres journaux. Et ça, c'est l'un des 3 plus grands journaux algériens, que je ne citerai pas. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Ouziala? C'est malheureusement la vérité qu'on voit en Algérie. C'est le règne de l'arbitraire et c'est le règne de la médiocrité des gouvernants. Comment est-ce qu'un gouvernant peut ainsi censurer une presse? Normalement, dans les pays qui se respectent, la presse, au contraire, on lui tisse des lauriers parce qu'elle est là pour montrer, pour révéler, pour alerter et pour ouvrir les yeux à ses gouvernants. Lorsqu'un gouvernant ne veut pas écouter, ne veut pas voir, lorsqu'il veut occulter toutes les choses, eh bien, il n'a qu'une seule mesure, c'est museler la presse.
comme l'a dit Brahim, donc c'est au lieu d'être une force vraiment motrice dans ce pays et de faire avancer les choses, elle devient exactement à la botte, malgré elle, je le dis bien malgré elle, du gouvernant. Parce qu'il n'a absolument aucun intérêt à ce que les choses évoluent et à ce que les choses deviennent autres. Pourquoi? Parce que ces gens qui sont illégitimes vivent dans l'illégitimité la plus totale et ils veulent rester comme ça, ils ne veulent pas bouger. On était en train de parler de l'attitude des journalistes, pas des patrons de presse. Pourquoi les journalistes, aujourd'hui, qui représentent une vraie force, hein, s'ils pouvaient s'unir, pourquoi ne secouent-ils pas le joug? Pourquoi ne tentent-ils pas de briser le carcan dans lequel ils sont enfermés? À mon avis, il ne faut pas leur jeter la pierre parce que nous, on vit ici, on peut dire ce qu'on veut et on parle comme on veut. Ces gens-là font ce qu'ils peuvent, mais quand ils sont sous l'emprise d'une autorité qui est médiocre et qui est soumise, la seule chose à faire, c'est qu'ils doivent démissionner normalement. Et démissionner, c'est jamais bien, c'est-à-dire c'est abandonner les choses. Donc, à mon avis, ce qu'ils font, ce qu'ils essayent de faire, il y aura très certainement, nous l'espérons, une ouverture un jour. Il est impossible que ça continue comme ça. Et les frères qui sont en train d'envahir l'espace Internet démontrent qu'on peut faire des choses. Bien sûr, c'est jamais facile. C'est toujours avec un courage, une abnégation. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas abandonner, il faut se battre. Il faut se battre. On n'a jamais rien gratuitement. C'est comme ça. L'Akhdar Farhad, à votre avis, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, elle est vraiment grave. Hein. D'ailleurs, il arrive que personnellement, je me dise, mais ce régime, il est suicidaire. S'il avait un minimum d'intelligence, il aurait essayé de libérer un peu quelques espaces pour donner le change, en même temps que pour permettre à ce système de respirer un peu. Comme la soupape de sécurité de la cocotte minute, qui empêche la cocotte minute d'exploser. Pourquoi ce régime n'essaye-t-il pas de mettre en place des sortes de libertés, aussi factices soient-elles, pour cette presse, pour qu'elle donne au moins le change, pour qu'elle donne au moins l'impression que c'est une vraie liberté de la presse? Et par ailleurs, pourquoi, et je persiste à reposer cette question, pourquoi il n'y a pas le moindre frémissement au sein de cette corporation d'une aspiration à la liberté? Premièrement, la question du régime, ça dépend des personnes. C'est-à-dire quand vous entendez la manière dont il parle de l'Algérie en termes possessifs, c'est comme si c'est son bien personnel et que les autres, ils sont là, ils sont des locataires, je ne sais pas quoi, qu'il habite. Là, on comprend que ce type, quelle est sa vision? C'est une vision dictatoriale, c'est une vision anti-liberté. C'est impossible que cette personne puisse être intelligente et donner une certaine liberté à la presse. Mais quand on voit la liberté de la presse ou la presse indépendante, elle est née avec des gens qui croyaient, comme Hamrouch, qui croyaient vraiment à des réformes, qui croyaient à une autre vision du pays et de l'État algérien. Malheureusement, on est revenu 30 ans en arrière et avec ces gens-là, on ne peut pas aller loin et ils n'ont pas de vision. C'est-à-dire, moi, ce qui me choque personnellement, à chaque fois que j'entends le discours politique des dirigeants algériens, des responsables algériens, je ne vois pas qu'il y a une vision politique du pays. C'est-à-dire, on va où? La question fondamentale qui se pose quand vous entendez n'importe quel chef d'État, n'importe quel homme politique dans n'importe quel système, vous comprenez, c'est-à-dire, vous entendez les Anglais, ils savent où est-ce qu'ils vont aller, ou les Français, mais nous, on va où? La question se pose. Mais eux-mêmes ne savent pas où ils vont. C'est ça le problème, c'est qu'on est dirigé par des gens qui ne se posent pas la question où va l'Algérie. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? C'est au jour le jour en espérant une augmentation des prix du baril. Ben oui, c'est ça le drame. Mais avec ces gens-là, ils n'ont pas de vision. Tu ne peux pas dire qu'ils peuvent penser à créer un semblant de démocratie. C'est-à-dire, même le mot maintenant, moi je me pose des questions sérieusement sur le qualificatif à donner en Algérie. C'est une démocratie, elle n'est pas une démocratie. Comment on dit, une dictature. On le sait. C'est-à-dire, c'est un pays inqualifié. On ne peut pas qualifier l'Algérie, on ne peut pas lui donner la classe. C'est très, très, très grave. Bon, maintenant, je voulais juste dire à mon ami Abdou Soumar que
je voulais aussi faire de l'investigation. Et dans les années 90, j'avais reçu Feu Qasdi Merbah, Allah yarhamou, à la maison de la presse quand il a quitté le gouvernement. Je lui dis, c'est Qasdi Merbah, vous n'êtes plus au gouvernement, ben, c'est le moment de participer, donnez-nous des dossiers. Il m'a dit, oui, oui, je vais te donner un dossier. J'ai dit, écoute, la caméra, elle est là, donnez-moi un dossier. Il me dit, voilà, je vais te donner un dossier sur les biens de l'Algérie à l'étranger. Je dis, OK, donnez-moi. Il me dit, non, 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 je ne prendrai pas cette responsabilité. Il me dit, c'est Qasdi Merbah, pourquoi? Il me dit, ils vont vous tuer. Je ne prendrai pas je ne prendrai pas cette responsabilité. Maintenant, je te dis, enfin, je cite cet exemple parce que je suis très content de voir un jeune collègue prendre ce chemin d'investigation et je souhaite que tu réussisses et que tu auras... alors, Soufiane Gilali, donc Brahim Younsi pense, je vous avoue que je pense un peu comme lui aussi, que la corporation des journalistes n'est pas à mettre dans les mêmes... Brahim Younsi parle de quatrième pouvoir, là je ne suis pas d'accord avec vous, je crois que c'est juste une formule. Moi je ne crois pas en un quatrième pouvoir, et si tant est qu'il existe, c'est le pouvoir financier qui est le premier, et les autres qui viennent après. Mais sinon, pour ne pas trop philosopher sur la question, c'est vrai que c'est difficile de considérer que la profession de journaliste doit être considérée comme toutes les autres catégories socio-professionnelles, qu'il ne faut pas la charger de trop de responsabilités, qu'on n'en a pas plus que les autres. Moi, je crois, comme Brahim Younsi, que le journaliste a réellement une responsabilité à partir du moment qu'il a opté pour cette, j'allais dire, je ne dirais même pas fonction, c'est même pas un métier, pour cette vocation, c'est que vraiment, c'est une responsabilité qui n'est pas comme les autres. Et malheureusement, en Algérie, je m'excuse pour la longueur de la question, en Algérie, c'est vraiment une grosse démission de la part des journalistes. Oui, il y a une démission de la part des journalistes, comme il y a une démission de la part des avocats, il y a une démission de la part des magistrats, il y a une démission de la part des politiques, etc. C'est un état d'esprit général et je ne pense pas que les journalistes soient en particulier chargés spécialement de défendre la liberté de la presse. Le problème est fondamentalement politique. Il faut qu'il y ait un vrai changement de système, il faut mettre en place un état de droit, il faut protéger les professions et à ce moment-là, le journaliste pourra agir. N'attendez pas à ce que la corporation des journalistes en particulier produise des héros comme toute autre corporation. Elle est constituée de citoyens tout à fait normaux qui veulent exercer leurs fonctions. Ce n'est pas un sacerdoce. Ils ne se sont pas impliqués dans une église. Ils ne font pas du prosélytisme. Il faut le comprendre. C'est à l'État d'assurer les règles du droit, c'est à l'État d'assurer la liberté d'expression. Et pour que l'État arrive à le faire, ça signifie que le pouvoir qui occupe l'État soit lui-même conscient de ces enjeux-là. Et il ne faut pas qu'on se défausse sur les autres. Soufiane Gilali, en l'occurrence, nous n'avons pas affaire à un État. Nous avons affaire à des gens qui ont confisqué le pouvoir, qui ont volé le pouvoir, qui ont volé la souveraineté du peuple, qui l'oppriment, qui l'enferment, qui lui font subir jusqu'à la disparition éventuelle de sa propre nation. En l'occurrence, nous ne pouvons pas dire ça. Moi, personnellement, je crois qu'au-dessus de tous et plus que tout le reste, les universitaires d'une façon générale et les journalistes ont des responsabilités à part. Ils sont tenus comptables de ce qu'ils ne font pas, contrairement aux autres qui sont tenus comptables de ce qu'ils font. C'est Benchenouf. Rappelons-nous les années 90 où les journalistes étaient engagés par rapport à leurs convictions. Ils ont été canardés, si j'ose dire, et par dizaines. Donc, ils ont assumé leur rôle de citoyens. Mais il ne faut pas les surcharger de ce qu'ils ne peuvent pas porter. J'aurais pu très facilement me plaindre chez vous et vous dire qu'actuellement, les télévisions nous censurent totalement, que la presse ne dit pas un mot pratiquement sur nos activités, qu'on a beaucoup de difficultés avec eux. Cela est une vérité. Mais je ne leur en veux pas en particulier parce que
on revient au problème fondamental. C'est une lutte politique à mener, c'est un combat politique. Que le journaliste soit militant, oui, à titre de militant, il s'engage et il lutte, et à ce moment-là, il assume des conséquences qui peuvent porter préjudice matériellement ou même jusqu'à sa propre personne. Nul n'est naïf pour savoir que s'attaquer à ce système, essayer de le dévoiler, essayer de l'expliquer, le mettre, l'acculer, tout cela entraîne des prises de risques très importantes. Et il est très facile, lorsqu'on est loin, de jeter la pierre à ceux qui sont au milieu de cet enfer-là, parce que malgré tout, il y a une protection d'un État de droit. Mais ici, il n'y a pas d'État de droit. Donc, fondamentalement, le journaliste qui doit défendre la liberté d'expression se retrouve par la force des choses sur le front politique. Et c'est en tant que tel qu'il va défendre la liberté d'expression. Et restez avec nous, nous allons faire un dernier tour de table. On nous demande d'abréger un peu, je ne sais pas pourquoi. Alors, Abdou Soumar, pour conclure. Conclure, moi j'ai espoir, moi j'ai l'optimisme. Je pense que dans un pays, d'abord au nom de la mémoire de ceux qui sont morts durant les années 90, de ceux qui ont été tués, de ceux qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont osé écrire, etc. On n'a pas le droit au pessimisme. Moi, le pessimisme est un luxe que je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre dans un pays à 75% de jeunes, je ne peux pas me permettre, après avoir vécu la décennie noire, après avoir vécu les années 90, où j'ai failli perdre mes parents et ma vie, d'être encore pessimiste. Alors, en réalité, je n'ai rien à perdre, Jamal. Franchement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Merci, Abdou. J'ai rien à perdre. Donc, je pense qu'on va continuer à se battre. Il y aura un journalisme engagé. Un journalisme algérien va se renouveler dans la difficulté, dans la douleur. Mais Inch'Allah, on va enfanter quelque chose qui est nouvelle. Brahim aussi. Le démenti est là. Il est dans Abdou Soumar qui est ici, qui prend des risques. Qui prend des risques, parce que je le lis, je le suis. Il prend des risques chez lui, en Algérie. Il fait de l'investigation. Je vois les affaires qu'il sort. Si toute la presse pesait le 10e de ce qu'il fait, la presse ne serait pas dans l'état où elle est. D'autre part, je parle devant des journalistes. Le journal est un produit, et un produit marchand, qui doit avoir du capital, qui doit avoir de l'argent, etc., etc. Donc c'est un produit. Au moment où nous sommes dans le tout marché, la presse doit être protégée. Une certaine presse, celle que l'on ne lit pas, celle que l'on ne suit pas, celle qui n'est pas intéressante. Et moi-même, je me perds dans la jungle des journaux, dans la jungle francophone et surtout arabophone. Je ne m'y retrouve pas. Je ne me retrouve pas. Et néanmoins, tous ces journaux-là, ou la plupart d'entre eux, et j'entends les dirigeants de certains journaux dont on pensait qu'ils avaient une base financière très solide, de dire « nous sommes arrivés à l'asphyxie ». Oui. Si ce n'était, ce qu'on en appelle d'ailleurs, assez curieusement, assez paradoxalement, la pub institutionnelle. Oui. Les journaux vivent alors que nous sommes dans le marché. Les entreprises, et notamment les entreprises publiques, ferment, mais des journaux doivent continuer à vivre sous perfusion de l'argent de l'État. Saoud Ziala. Pour revenir à la presse qui est le quatrième pouvoir, elle l'est vraiment, quand elle est vraiment une presse libre et indépendante. On a des exemples qui sont multiples, où on a fait tomber, où la presse a fait tomber des présidents en révélant certaines choses. À mon avis, c'est ça le vrai pouvoir de la presse, c'est quand elle est libre et indépendante. Dans un pays qui n'est ni libre ni indépendant, gouverné par des gens qui ont usurpé le pouvoir, il est certain que pour se pérenniser, il n'a aucun intérêt à voir cette presse libre et indépendante.
d'où la provision du nombre incalculable de journaux, mais qui ne disent absolument rien de la réalité des choses. Et moi, je suis franchement ébahi devant notre frère Abdou. Je lui tire 1000 chapeaux pour ce qu'il fait, et j'espère que ce sera comme ça, et j'espère qu'on arrivera à quelque chose. Merci, M. Ouziala. L'Akhdar Ferrat. Moi, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire je salue les luttes de mes collègues journalistes qui sont sur place en Algérie et qui ont besoin aussi d'être relayés par Al Magharibia et d'autres médias pour que ce soit la pression soit plus grande sur le pouvoir algérien, mais sans qu'il y ait des réformes réelles, c'est-à-dire ou une sortie de la crise politique actuelle. On va rester dans cette situation, puisque Abdou Sammar, ce qu'il publie, il n'y a aucune suite au niveau de la justice. C'est-à-dire, ça va rester des publications au niveau Internet, des journaux. Pour quelques-unes des enquêtes, si. Pour quelques-unes des enquêtes, si. Pas pour toutes les enquêtes, malheureusement, mais pas quelques-unes, si. D'ailleurs, je voulais juste profiter d'un petit passage, vraiment un message très important, Jamal. En ce moment-là, il y a beaucoup de responsables en Algérie. Je parle par exemple de la secrétaire générale du ministère de l'Énergie, Mme Fatma Zora, le colonel Mourad du ministère de l'Énergie, les patrons d'entreprise du métro d'Alger. À chaque fois que nous révélons une affaire, ils partent attaquer les salariés, ils les menacent. Vous verrez, c'est à cause de vous qui avez donné l'information à Abdou Sammar, etc. Moi, je veux lancer ce message à ces responsables. Chauffez-vous, vous pouvez virer tous vos employés, on va obtenir ces dossiers. Et ce n'est pas les salariés qui donnent des dossiers, c'est des personnes peut-être dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Et alors on va vous faire concurrence. Il y a Jma qui donnait des informations à Abdou Sammar. Ne lui portez pas de préjudice. Donnez-les à Al-Magharibia, vous allez voir comment on va leur faire. Nous, Sofiane Gilali, le mot de la fin, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci. Écoutez, pour revenir à Al-Magharibia, heureusement qu'il y a Al-Magharibia qui reste une porte de liberté qui permet aux journalistes d'Al-Magharibia de ne pas subir les pressions en étant en Algérie, de parler librement et surtout de permettre à ceux qui ont le courage d'intervenir sur votre plateau en espérant que de toute façon ce combat finira par donner des fruits et que malgré tout la société avance contre vents et marées et en particulier contre ce pouvoir qui finira par s'en aller et laisser le pays respirer. Merci Sofiane Gilali, merci M. Ouziala, merci Saïd Aknin, merci Abdou Sammar, merci L'Akhdar Ferrat, merci merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, bislama.